Lorsque je déguste un verre de vin, je ne peux m'empêcher de penser aux vignerons authentiques, à ces hommes attachés à leur terre, qui travaillent dans le respect de la tradition. Aujourd'hui, une partie de ce monde est en passe de disparaître. La région de Bordeaux symbolise à elle seule cette mutation. Une année durant, le temps du cycle de la vigne, j'ai décidé de chausser une nouvelle fois mes bottes de journaliste spécialisée dans les questions agricoles. J'ai vu des appellations devenir des marques hors de prix, le vin se transformer en pétrole moderne. J'ai découvert une galaxie qui a tout d'une bulle financière dissimulant ses secrets les plus gênants. La spéculation sur les terres, les classements contestés et l'utilisation massive de pesticides. Pour comprendre cet univers, je vous emmène à travers les coulisses de ce qui est devenu un véritable royaume viticole. À mon arrivée à Bordeaux, en janvier, je découvre une vigne au repos. De ces terres, fin septembre, sortiront les plus grands vins au monde, les plus chers aussi. Saint-Estèphe, Saint-Émilion, Pomerol, ces nectars peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Mon premier rendez-vous m'amène chez Dominique Técher, un vigneron installé depuis toujours, à Pomerol justement. Il y travaille avec son fils Olivier. Leur plus grande fierté, c'est d'être parmi les derniers paysans du village. Ici, on est sur le plateau de Pomerol, donc c'est les plus belles terres de l'appellation. Il reste quelques familles, quelques domaines familiaux, mais je ne sais pas s'il doit en rester 3. Sur le plateau, il doit en rester 3, je crois. 3 ou 4, tout est essai. Ça dépend ce qu'on appelle un domaine familial. Aujourd'hui, la plupart de ses voisins ont vendu leurs vignobles à de riches investisseurs. Là, il y a Bernard Arnault, Albert Frère. Là, il y a AXA. Il y a le Crédit Agricole. Il y a un fonds de pension anglo-russe. Il y a, voilà, donc c'est très, c'est un microcosme. Donc là, le moindre bout qu'il y a à vendre, il y a 40 vautours qui tombent dessus, c'est clair. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de se dire vaut mieux avoir de la terre à Pomerol que des bons du Trésor américain. Voilà. Bon, ils viennent une fois par mois. Quand ils viennent, c'est la revue du colonel. Donc, le type, visiblement, ils astiquent tout, etc. Il vient, il arrive en avion, il passe 2 heures, il mange là, il repart. Voilà, donc après... Quel est l'intérêt véritable qu'ils ont là-dedans? Moi, je pense que c'est vraiment... c'est une ligne dans un portefeuille d'actifs, quoi, c'est tout. On finit par être les derniers Mohicans. Elles valent combien vos terres, Dominique? Ici, on n'a jamais cherché à vendre, donc on ne sait pas trop, mais ça doit être entre 2 et 3 millions d'euros l'hectare. Pourquoi vous ne vendez pas? C'est la maison de famille ici, c'est-à-dire que on ne considère pas ça comme une valeur financière. On essaie de faire avec pour que ça puisse rester un outil pour faire du vin et faire vivre une famille. Mais effectivement, si on parle financièrement parlant, si on est vraiment dans du financier, on vend, on place, on gagne plus qu'en travaillant. Tiens, passe le fil là. J'ai voulu savoir si le point de vue de Dominique Técher était partagé par des producteurs installés dans des petites appellations. Stéphane de Renoncourt possède une propriété dans les Côtes de Castillon, à une quinzaine de kilomètres de là. Il ne vient pas du sérail bordelais. Il a commencé tout en bas de l'échelle, un sécateur à la main. On fait la taille d'hiver. Donc on assure la pérennité du vignoble. Parce qu'en fait, la vigne, on la contraint à rester vers le sol. C'est un travail intime parce qu'on a une vision du vignoble quand la vigne est nue, sans feuilles. C'est le premier travail, c'est le départ du millésime en fait. Parce que le vin, c'est ça, ça commence par un coup de sécateur, ça finit par un bouchon et ça va prendre 2 ans. L'homme est réputé pour son franc-parler. Il regrette, comme Dominique Técher, que ces nouveaux investisseurs attirent toute la lumière à eux.
Moi, j'ai envie un peu de me battre pour que les gens cessent de croire que Bordeaux, ça soit seulement les crus classés. On est maintenant dans une société où le focus médiatique est fait sur ces crus-là, qui représentent peanuts, quoi. C'est 0,5% de l'appellation à Bordeaux. Et le focus est tellement mis là-dessus qu'on ne parle que d'eux. Et souvent, Bordeaux, c'est un peu résumé à ça. Et en fait, ça ne reflète pas du tout la situation. Nous, on s'est toujours... moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup engagé pour des petites appellations parce que c'est l'âme de Bordeaux, c'est le cœur de Bordeaux, c'est là où est la culture de Bordeaux. Les petites appellations de Bordeaux dont parle Stéphane de Renoncourt peinent à se vendre à 3 € la bouteille sur le marché. Alors que les plus grands crus atteignent, eux, des prix parfois délirants. Qui peut se permettre de... Tiens, j'ai envie de boire un coup, tiens, prends un Lafite. Quand une bouteille coûte 2000 €, même le mec qui a du pognon, il réfléchit 2 fois avant de l'ouvrir. Il y a peu de gens sur la planète qui peuvent se permettre d'inviter toute la famille et dire tiens, on va se prendre une cuite au Lafite. Ou la Tour, ou n'importe quoi. Il y a 10-15 ans, vous achetiez un premier cru pour 10 fois le prix de ce qu'on va appeler un bon vin, quoi, d'un bon Bordeaux. Aujourd'hui, c'est 1200 fois, quoi. C'est n'importe quoi. Donc en fait, plutôt que d'être des espèces d'emblèmes bordelaises, des espèces de locomotives, on a affaire à des gens qui se sont décrochés du marché du vin, parce que quand vous payez 1000 € une bouteille, c'est pas une bouteille de vin que vous achetez. C'est un bijou, c'est un produit de luxe. D'après Dominique Técher et Stéphane de Renoncourt, ces incohérences du marché seraient dues aux investissements massifs des nouveaux propriétaires. Seuls les domaines qui produisent un vin prestigieux et ont des moyens financiers importants peuvent se permettre de rivaliser avec eux. Le propriétaire d'Angélus, un des vins les plus célèbres au monde, en est l'exemple type. Hubert de Bois, il est né ici, dans cette propriété d'Angélus, sur le vignoble d'Angélus. Je suis né ici, dans une famille vigneronne, qui est ici depuis plusieurs générations. Et naturellement, par passion, je suis devenu celui qui devait succéder. Et ma grande fierté, ça aura été que Angélus soit aujourd'hui reconnu avec un statut d'excellence parmi les meilleurs crus qui existent au monde. Pour placer son vin au sommet, Hubert de Bois a décidé de créer une marque à part entière. Pour la faire briller, il a investi 9 millions € dans son domaine. It will be Angelus, it's written Angelus. Now it's A like Angelus in the A position in the classification. Je le suis lors d'une des nombreuses visites de chantier qu'il organise pour ses clients fortunés venus du monde entier. It will be the new aging cellar. Aging cellar for the barrels. Durant cette visite, accompagné d'un de ses employés, il a tenu à me montrer un de ses joyaux, un carillon rutilant un peu spécial. Il l'a imaginé pour charmer les visiteurs étrangers. Bon, on va faire un petit hommage à mes amis américains. Pour être à la hauteur de ses nouveaux concurrents, Hubert de Bois a fait de son château une véritable vitrine pour son vin, quitte peut-être à en faire un peu trop. Il y a la boîte et le ruban, c'est important. Quand on va acheter un foulard chez Hermès, on ne vous met pas ça dans une poche en plastique, ça n'existe pas. Donc on met ça dans une jolie boîte avec un... Et quand on rentre dans le magasin, c'est un magasin qui reflète cet art de vivre, cette qualité du produit. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui un très grand produit dans une poche en plastique. Ça, je ne peux pas l'imaginer. Pour asseoir encore un peu plus son vin comme une des marques les plus connues au monde, Hubert de Bois n'hésite pas à faire du cinéma. En 2006, il a réussi à placer son vin Angélus dans l'une des aventures du plus célèbre des agents secrets. Il y a eu 2 vins rouges pour James Bond. Il y en a eu un qui était Lafite Rothschild tout à fait au début. Et puis ensuite, ça a été arrêté. Et puis ensuite, c'est devenu Angélus.
sur Casino Royal, sur une scène qui est importante parce qu'il y a une exposition extrêmement longue, hein, je sais pas, c'est plus de 7 secondes. James Bond, c'est 700 millions de personnes qui regardent le film, donc bien sûr, tout ce que les gens ont pu en dire, en raconter après, a fait un espèce de buzz, comme on sait faire aujourd'hui, incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, on a des Brésiliens qui arrivent, on a des Américains qui arrivent, on a des Norvégiens, on a des Japonais, des Chinois, ils nous disent « Ah, James Bond wine », voilà, c'est incroyable. En visitant tous ces domaines, je comprends que même s'ils sont très différents, ces viticulteurs se battent tous pour la même chose, résister aux assureurs, aux banquiers et aux multinationales qui investissent massivement dans les vignes. Désormais, l'argent est devenu roi dans le vignoble bordelais. À tel point qu'aujourd'hui, ces terres sont convoitées par la planète entière. En une dizaine d'années, près de 75 châteaux ont ainsi été rachetés par des hommes d'affaires asiatiques. Un des premiers à avoir franchi le pas s'appelle Peter Kwok. Ce banquier de Hong Kong a jeté son dévolu sur l'un des domaines de Saint-Émilion, le château Aubrisson. La plupart du temps, ces businessmen ne connaissent rien au vin. Ils s'attachent donc les services de consultants. Bonjour tout le monde. Peter Kwok a fait appel au plus célèbre d'entre eux, Michel Rolland. C'est lui qui fait le vin et dirige l'équipe technique. Waouh, on est premiers aujourd'hui. Oui. Là, c'est à 28, là. C'est pas si mal. On a des pH qui sont bons aussi. Voilà. C'est bon, hein. Ça se goûte bien, là. C'est pareil, ça on monte, on le met à 30. Oui, oui, 30, ça 30. part maintenant, je monte tout de suite. On met tout à 30. Et quand on va arriver en fin de fermentation, où elles vont commencer à chuter, on force et on maintient à 30. Okay. Tiens. Merci, monsieur Roland. Combien de vignobles vous avez à Saint-Émilion? Avant, j'en avais un seul. Maintenant, j'en ai 2 à Saint-Émilion et 1 à Pomerol. Et il suit les 3 vignobles? Mais qui d'autre? L'histoire de Bordeaux a toujours été avec des investisseurs étrangers. C'est certainement ce qui a fait le grand bonheur de Bordeaux. Bon, alors, c'est vrai que jusqu'à présent, ils étaient irlandais, ils étaient belges, anglais, américains, et puis aujourd'hui, c'est la Chine et les Chinois. Mais il y a une chose qui revient tout le temps. On fait aussi bien et si on peut, mieux. L'objectif, c'est maximum qualité. Et chez tous. Yes, exactly. Oh, ma chérie. Les propriétaires chinois de terroirs de France feraient des vins de très grande qualité, m'affirme Michel Rolland. Difficile de les goûter, puisque des 1000 hectares que les Chinois possèdent, 8 millions de bouteilles partent chaque année directement vers le marché chinois, sans jamais passer par la Caisse France. L'hiver est passé. Les travailleurs s'affairent dans le vignoble bordelais. C'est le temps de l'ébourgeonnage, une étape importante pour la vigne. Les vignerons retirent les pousses indésirables pour que la fleur, et donc bientôt les grains, se développent au mieux. À partir de maintenant, puissants ou non, tous ces viticulteurs seront à la merci des mêmes caprices, ceux du temps. Or, en 2013, le printemps leur réserve de mauvaises surprises. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le vignoble, abîmant la fleur et mettant déjà en danger les récoltes à venir. Je suis un peu inquiet pour ce millésime qui démarre pas terrible. On a eu un printemps assez froid, même très froid d'ailleurs. J'ai rarement vu ça, moi. Ce qui fait que la vigne n'est pas très jolie, quoi. Elle est un peu pâle, elle est un peu terne. Vous voyez, une grappe comme ça, elle est perdue à 90%, quoi. Il n'y aura pas de raisin là-dessus. En fait, on sait déjà que ça va être compliqué de faire le grand millésime. Est-ce que c'est une année où les gens vont beaucoup traiter? C'est une année où les gens vont beaucoup traiter, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce qu'il faut la protéger, la vigne, et que c'est facile à comprendre que tout ce qui est champignons, ça vient plus facilement avec de l'humidité, comme on est dans un climat humide. Quand la météo est peu clémente, les viticulteurs ont une excuse toute trouvée pour utiliser massivement des pesticides. Car bonne ou mauvaise année, la production viticole est l'une des plus gourmandes en produits chimiques.
Les vignes occupent 3% de la surface agricole française, mais elles consomment 20% des pesticides répandus dans l'Hexagone. Un record dans notre pays, qui détient déjà celui d'être le premier consommateur de produits phytosanitaires en Europe. Dans le monde feutré des grands vins, les produits chimiques sont un sujet tabou. Seul un propriétaire de domaine a accepté d'aborder ouvertement la question avec moi. Jean-Luc Tunevin produit sur ses terres le Valandro, un vin qui figure parmi les 100 plus grands au monde. Du coin de l'œil, il surveille l'un de ses employés qui s'apprête à traiter ses vignes avec un fongicide. Ça, c'était obligatoire, ces traitements-là? Ah, pour nous, oui. Pour nous, dans notre méthodologie, puisque nous ne sommes pas en bio ni en biodynamie, dans nos méthodes dites traditionnelles, en tout cas, c'est nécessaire. Toute la question est de savoir qu'il vaut mieux le faire maintenant en préventif que faire triple dose pour soigner, c'est ça souvent en fait. Tous les viticulteurs ne sont pas aussi scrupuleux que Jean-Luc Tunevin. Lui a pris conscience, il y a longtemps déjà, que manipuler ces produits n'est pas sans risque pour ses employés. Le désir pour moi, c'est que mes employés travaillent dans l'environnement le plus propre possible. Et on essaye que quand ils font un traitement chimique, on sait que c'est un traitement chimique, on sait que c'est dangereux, on essaie que les gens n'arrivent pas dans les vignes. Eh bien ça, il y a longtemps qu'on a pris conscience de ça et j'en parle de manière régulière. C'est nos employés qui ont des cancers, c'est nos employés qui ont des maladies et ça, personne n'en parle. Et oui. Donc moi j'espère que mes employés se trouvent mieux à travailler chez moi que chez des sagouins. À Bordeaux, un scientifique propose aux viticulteurs de labelliser leurs vins s'ils ne dépassent pas une certaine limite en pesticides. Il mène régulièrement des enquêtes sur des centaines de bouteilles. Dans sa dernière étude, 90% des vins analysés contenaient des résidus de pesticides. Certains jusqu'à 9 simultanément. Moi, je pense que ce n'est pas en niant un problème qu'on le solutionne. Alors, donc, je pense que les pesticides, en général, sont un problème. Donc, autant l'aborder franchement avant que ça devienne un problème. Combien de pourcentage de vin n'avait pas du tout de résidus dans votre enquête? Moins de 10%. Un des résultats de l'enquête qui a été réalisée, c'est qu'effectivement, la majorité des vins qui ont été analysés n'auraient pas accédé, pas tous, mais la majorité, n'auraient pas accédé à l'attestation plus nature. Ce label n'est pourtant pas si contraignant. Il tolère 100 fois plus de résidus de pesticides que ce qui est autorisé officiellement dans l'eau du robinet. J'ai voulu savoir si l'usage massif de pesticides était généralisé. Pour en avoir le cœur net, je suis partie en Bourgogne, une terre où de grands vins voient aussi le jour. J'ai rendez-vous dès l'aube avec un vigneron renommé des Côtes de Beaune. Tu mets 3 coups de pelle, puis après tu vas chez le kiné. Voilà. C'est la fin du printemps. Dominique Derain déterre un engrais on ne peut plus naturel. Tiens, ça, sans voir ça là, ça sent super bon. Ouais, ça sent bon. Une bonne bouse. On a mis de la bouse de vache dans les cornes de vache à l'automne et on les a mis en terre 6 mois pour que ça fermente en terre. Ah, il y en a des drôles. Donc on les sent parce que quelques fermentations, c'est un peu comme les vins dans les fûts, il y a des fûts qui vont mieux que d'autres. Et là, globalement, c'est très beau. Ça fait une belle corne, un bel humus, très parfumé. On ne sent plus du tout la bouse de vache. Et c'est ça qui nous intéresse. Allez, bon, c'est parti. On va sortir la bouse des cornes. À Volnay, on est bien loin des méthodes industrielles des vignerons bordelais. Dominique Derain a réussi à convaincre ses voisins propriétaires de grands crus comme lui de se convertir aux méthodes biodynamiques. C'est sympa et bruyant. Ici, les produits chimiques sont proscrits. Maintenant, on va commencer à dynamiser le compost douce de Mariatou, c'est le micro-compost. C'était la biodynamie, il y a 25 ans, on est 4-5.
Maintenant, on est de plus en plus nombreux et les vins nature ou des vins sans soufre ou sans ajout aucun, on n'est pas nombreux pour l'instant, mais ça va aller très vite, je pense. Ça va aller de plus en plus vite. Les jeunes sont beaucoup moins ancrés dans des craintes, parce qu'en fait, c'est nos peurs qui dirigent. Les traitements de la vigne, et tout ça, on traite notre stress. On ne traite pas le végétal. Ah, il faut toujours suivre le produit de très près. J'ai interrogé Dominique de Rhin sur l'évolution des méthodes de production telles que je les ai vues chez certains grands crus. Son regard est pour le moins critique. C'est une uniformisation du goût. C'est pas triste, c'est un comportement social. Aujourd'hui, vous allez dans un hôtel Hilton à Paris, vous allez à New York, vous allez à Tokyo, c'est le même. Donc, si on standardise le goût, c'est pour sécuriser, tranquilliser. On va ouvrir une bouteille, le bouchon est en plastique maintenant, ou voire en verre parce que c'est plus joli, mais il n'y a plus besoin d'oxygène parce que le vin, il est plus vivant, donc il n'y a plus besoin d'oxygène pour vivre. On ouvre ça, on peut en ouvrir 100 bouteilles, on n'aura pas de problème. Mais on n'aura pas de plaisir non plus. En Bourgogne, comme dans toute la France viticole, la météo au printemps 2013 a été catastrophique. Dominique de Rhin travaille avec son fils. Quand ils épandent leur mixture censée protéger leurs vignes, ils n'ont pas à craindre pour leur santé. Tous les produits utilisés sont sans danger. Cette année, la culture, c'est compliqué, hein. Par rapport à l'humidité et la pluie, on pourrait venir labourer et à chaque fois, il repleut, ça refait de l'humidité. Donc il faut attendre que ça sèche. T'es inquiet? Non. Non, mais c'est propre, c'est suffisamment labouré, il n'y a pas trop d'herbe. C'est joli, je trouve, c'est vivant et c'est bien. Là, on se retrouve avec des sols qui sont plus du tout dans la même énergie de vie côté. Voilà. Désherbant. Différence entre les deux parcelles, hein, vous voyez l'herbe ici et puis la nature vivante du sol qui est travaillée, alors que là on se retrouve sur quelque chose de mort. D'abord les plantes sont cadavériques et puis il y a de la mousse. C'est asphyxié complet. On a perdu son sens de terroir parce qu'on n'est plus sur quelque chose de vivant. Je crois qu'on va peut-être se mettre à l'abri parce que ça ne s'arrange pas. Pour fabriquer son vin, Dominique de Rhin fait confiance à la nature, en toutes circonstances. À Bordeaux, les enjeux économiques sont tels qu'il n'est pas pensable de la laisser décider seule. Pendant que la vigne pousse, les propriétaires s'affairent à créer de toutes pièces le vin issu des vendanges de l'année précédente. Jean-Luc Tunevin a accepté de me montrer comment sont fabriqués les grands crus. Il m'a révélé qu'ici, chaque bouteille de vin est composée du mélange de différents types de raisins, ce qu'on appelle les cépages. Salut Jean-Luc. Ça va, Jean-Luc? Ça va bien. Pour trouver le bon dosage, Jean-Luc Tunevin fait appel à un consultant. Bon, ce qu'on fait comme d'habitude, on goûte, on revalide nos choix et après on travaille sur l'échantillon. Allez, au boulot. Jean-Philippe Faure est chargé de trouver la formule magique. D'habitude, personne n'a le droit d'assister à ces séances où le consultant se vit comme un alchimiste. Ouais. Donc là, on est sur la plante carmenaire, côte carmenaire. Ouais, superbe boisé. Ouf, il y a un fruit, c'est floral. Ça, on peut prendre. Très joli lot, très vif, très sucré. Intéressant. À boire, on continue. On va commencer à positionner un peu les échantillons. Plutôt voilà, gamme haute, là on est plutôt gamme intermédiaire. Ce n'est pas une science exacte, le vin, donc c'est toujours des petits ajustements. Et ces petits ajustements qu'on essaie de faire, par exemple aujourd'hui, c'est finalement pour que la mariée soit la plus belle, quoi. En résumé, voilà, c'est un défilé de mode, il faut qu'on soit toujours le plus beau, sinon c'est pas un défilé. Donc, voilà. Alors, premier essai. Vin de Val-5. Ce qui se murmure dans ce petit milieu, c'est que certains de ces consultants feraient désormais des échantillons conçus sur mesure pour plaire aux journalistes. Et on va mettre 20% de vieille vigne Val-8. Et comment vous choisissez de mettre tel pourcentage de tel? Mais ça, c'est mon expérience, ça, c'est ma sensibilité.
et par rapport aux équilibres, à l'identité de chaque lot. Un lot apporte de la puissance, un autre apporte de la sucrosité, un autre apporte de la fraîcheur. Voilà, c'est mon rôle. Alors après, des fois, ça marche pas. Hein. Donc, c'est le premier essai qu'on fait. Bon, le nez est joli, il y a vachement de fruits. 2012. Pardi. Et moi, je trouve qu'on est dans la modernité du vin, quoi. Ce côté que les journalistes aiment, c'est-à-dire beaucoup de douceur, une définition de tanin très, très enrobée. Ça démarre pas mal, ça. Hein. Tu te le gardes un peu en référence. Ouais. Il y a du goût, là. Là, on est dans le premier cru classé donc, pour Jean-Luc. Et là, faut vraiment être hyper pointu. Ces bouteilles vont tourner autour de 100 € au négoce, hein, tu vois, donc il faut la bouteille, hein, pas la caisse. Là, on est dans la très haute couture. Alors le Valandro, c'est votre plus grand vin? Bien sûr, bien sûr. Là, en fait, avec 20 000 bouteilles sur une production que je fais peut-être de 100 000 bouteilles, ces 20 000 bouteilles représentent 80% du chiffre d'affaires et de la marge. Ça représente très peu de vin, mais ça représente beaucoup d'argent. Hein. Là, notre travail consiste à faire 2 millions à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que ça avait deux styles différents. Pour parvenir à faire ce chiffre d'affaires, le cru de Jean-Luc Tunevin doit maintenant être adoubé par les critiques. Car ce sont leurs notes qui feront le prix des vins. Au printemps, à Saint-Émilion, les critiques font le tour des grands châteaux. James Suckling, journaliste américain, fait partie de cette élite. À lui seul, il peut faire ou défaire les réputations. Il a aujourd'hui rendez-vous chez Hubert de Boire. Le propriétaire d'Angélus lui fait goûter les vins qu'il vient tout juste de fabriquer lui aussi. C'est ce qu'on appelle les primeurs. À Bordeaux, les critiques goûtent et notent des vins qui n'ont que 6 mois. On est bien loin de la fin de la fabrication de ces grands crus qui vont devoir vieillir pendant près de 2 ans encore dans des tonneaux. Le marché prête la faculté à ces critiques de savoir aujourd'hui ce que deviendront les vins dans 20 mois. Autant dire pour certains, lire dans une boule de cristal. Je crois que goûter un jeune vin, c'est comme regarder un bébé et se demander si il sera un athlète olympique, un coureur de marathon, un grand pianiste ou une personne normale. Le choix vous revient, donc c'est important d'avoir une grande expérience et de comprendre l'histoire du vin, comprendre comment le vin évolue. Ça fait 30 ans que je fais ça à Bordeaux et je pense que c'est un grand avantage. Dominique Técher, le vigneron de Pomerol, s'est toujours refusé à rentrer dans le petit jeu des primeurs. Pour lui, c'est une tromperie du consommateur. On a un vin qui a 6 mois, donc qui est même pas fini. C'est-à-dire qu'il évolue, on ne sait pas comment. On s'en fout. Le marché est content, il a des chiffres, ils peuvent commencer à faire du business avec. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les primeurs, c'est le concours de beauté, quoi. Et c'est comme dans tous les concours de beauté, quand on voit la lauréate, on se demande s'il y a une pièce qui est une pièce d'origine, quoi. Voilà. Donc, tout le monde fait semblant d'avoir rien vu. Il faut être bon au jour J, quoi. Enfin, à l'heure H, au jour J. On s'en fout après, quoi, je veux dire. Lorsque vous vous appelez Hubert de Boire et que votre vin n'est pas bon au jour J et à l'heure H, je constate que les critiques vous offrent parfois une seconde chance. Est-ce que vous avez une autre bouteille de ça? Je vais faire goûter à M. de Boire? Bon, je ne sais pas, mais... Il y a un souci, monsieur. Oui, il semble... seems a little bit flat. Quand je goûte un vin, si j'ai le moindre doute sur l'échantillon, je pense qu'il est toujours préférable d'en demander un second, plutôt que de se dire « Ok, c'est pas bon et je vais le noter en conséquence ». Finalement, James Suckling notera ce vin 93 sur 100. Une excellente note. James, c'était réduit. Hein. Mais tu vois la différence? Ah oui, enfin moi je les ai... Maintenant, ouais.
Merci, c'est très très bon, merci. Aussi important soit-il, James Suckling ne peut rivaliser avec le maître. Son ombre plane sur Bordeaux depuis 30 ans maintenant. Les grands vignerons essaient de faire jouer leur réseau pour l'attirer chez eux, pour qu'ils viennent goûter leur vin. Il est attendu tel le Messie, tant sa note vaut de l'or. Robert Parker est devenu le pape des critiques. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises, mais il a refusé de répondre à mes questions. Medium-bodied, relatively high acidity. Pour tenter de cerner le personnage, j'ai rencontré l'un de ses proches amis, Michel Rolland, le plus célèbre des consultants. Ensemble, ils ont façonné le goût des vins de Bordeaux. Le garçon cherchait des contacts pour essayer de pouvoir déguster ces Bordeaux qu'il avait envie de déguster et qui n'étaient pas si simples que ça. Alors il est venu me voir, mais c'est tout à fait le hasard et il aurait pu pousser la porte d'un autre labo, il aurait pu... Non, mais c'est drôle. Alors, en fait, l'histoire, elle est simple, quoi. Elle est totalement fortuite et lui est devenu le critique le plus influent. Bon, et puis voilà. En 30 ans, Michel Rolland et Robert Parker sont devenus les deux stars mondiales du vin. Dans la course à pied, il y a Usain Bolt, puis les autres. Puis jusqu'au jour où il y aura un mec qui courra plus vite qu'Usain Bolt. Mais pour le moment, celui qui est devant, c'est Parker. Les autres, tout le monde s'en fout. Je peux vous dire, on me téléphone pour les notes de Parker. On m'a jamais téléphoné pour un autre. Hein. Jamais personne m'a appelé pour me dire « Tiens, du schmoll, il m'a mis une caisse. » Bon, ça m'est jamais arrivé. Par contre, quand Parker met une caisse, là, on m'appelle. Numéro 3, dark, sombre, rubis, brillant sur les bords, terreux. Parker, quand il vient ici, il nous goûte cocher des copains négociants ou des copains consultants. Et donc, il a son parcours. Et c'est vrai que ça donne à ces gens-là un pouvoir incroyable. Et vous avez l'impression que ces gens, ils n'ont pas envie de partager ce gâteau ? Évidemment que non. Évidemment que non. Et puis c'est normal. Ce que j'ai compris, c'est que si vous n'êtes pas sur le planning de Robert Parker, vous aurez beau faire les meilleurs vins, vous ne serez jamais dans le Gotha mondial. Mais pour faire partie de ce monde, il y a un préalable incontournable. C'est que votre vin soit reconnu par l'État comme grand cru classé. Historiquement, ce sont les qualités d'une terre et donc des vins qui y sont produits qui permettent un tel classement. Mais à Saint-Émilion, depuis 2 ans, les règles ont changé. Désormais, le classement en grand cru est aussi réalisé en fonction de critères plus surprenants. Aujourd'hui, il y a des choses ridicules. Je veux dire, si vous avez un parking pour garer vos voitures pour les visites, vous avez 2 points de plus. Si l'hôtesse est bien gaulée, c'est encore 2 points de plus. C'est complètement ridicule. Ça n'a plus rien à voir avec le monde du vin. Donc aujourd'hui, ils ont fait un classement beaucoup plus dans l'air du temps, je veux dire, parce qu'on vit dans un monde de marketing aujourd'hui. Depuis que les méthodes de classement ont changé, la colère gronde dans la région de Saint-Émilion. Certains propriétaires ont même décidé d'attaquer en justice ces critères qu'ils jugent ineptes. La plainte a été déposée courant avril. Le parquet... Autour de la table, la plupart des vignerons viennent de perdre leur statut de grand cru classé. Ce que vous buvez est noté à 30% dans un premier grand cru A. Alors que le consommateur, en fait, quand il achète une grande bouteille, ce qu'il attend, c'est du goût, quoi. Vous savez, le consommateur, il va regarder si, à la dégustation, le vin qu'il boit vaut les quelques centaines, voire quelques milliers d'euros qu'il a investi pour boire un vin de qualité exceptionnelle. Bon, je crois qu'il faut qu'il sache que la note de dégustation ne compte que pour 30%. Pierre Carle produisait depuis toujours sur ses terres un grand cru classé. Du jour au lendemain, son vignoble a été déclassé. Alors Croque-Michotte se trouve dans la partie ouest de Saint-Émilion, sur ce qu'on appelle les Graves de Saint-Émilion. Le sol est formé de sable et de cailloux. Nous sommes juste à la limite de Pomerol. Ici, vous avez le château du Bon Pasteur de Michel Rolland. Là, vous avez Cheval Blanc. Là, on voit le nouveau chai. Et juste derrière notre maison, vous voyez le toit du chai de Pétrus, qui est ici. Il y a 350 mètres entre les deux propriétés.
On est vraiment cerné de grands crus classés. Nous étions grands crus classés dès 1955, là où il y avait des gens compétents pour reconnaître le terroir. Puis tout d'un coup, on nous dit, vous avez un trou noir géologique, le sol est parti, on nous l'a remplacé par quelque chose d'autre. Il paraît qu'on peut faire du riz aussi, c'est plein d'eau. Maintenant, on commence à voir fleurir des grands crus classés dans la vallée, à des endroits où il ne devrait pas y avoir de grands crus classés, et peut-être à certains endroits même pas de vignes. Maintenant, ils vont faire en sorte de s'agrandir et racheter tout ce qu'il y a autour. Oui, on peut penser qu'il y aura des opérations immobilières de derrière. pression foncière. Oui, de pression foncière. À l'issue des opérations de classement. Disons que nous sommes extrêmement fragilisés. Effectivement, nous ne sommes pas vendeurs, mais quand les banques vont nous dire qu'il faut vendre, forcément, on va bien être obligé. Est-ce que vous avez été déclassé pour être racheté, en fait, par des grands crus ? On ne peut pas aujourd'hui le prouver, mais par contre, il est certain que nous avons une pression internationale sur notre foncier. C'est une pression extrêmement forte. Pour dire non, je ne vends pas, il faut une vocation, une conviction. Ces critiques visent surtout les hommes qui auraient la main sur le classement de Saint-Émilion. Au premier rang desquels, selon eux, se trouve l'incontournable Hubert de Boire. Les déclassés vous reprochent d'avoir été trop présents, que ce soit au comité national de l'INAO, au comité régional, à la Jurade, au syndicat. On peut chercher, quand on a envie de tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et donc on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Je ne rentre pas dans cette polémique aujourd'hui qui me paraît être une polémique stérile. On vous reproche, par exemple, et vous le savez, d'avoir été présent à 3 réunions du comité national de l'INAO qui concernaient directement le classement. Alors, écoutez, je crois que c'est pas le sujet. Donc tous ceux qui vous accusent, entre guillemets, de conflit d'intérêts, ça ne vous intéresse pas. Mais ils font ce qu'ils veulent. Je suis serein, regardez, sur mes barriques. Le patron d'Angélus est d'autant plus serein que l'organisme dont il est membre a promu son vin premier grand cru classé A. Grâce à ce nouveau classement, il ferait une plus-value de 200 millions d'euros en cas de revente de ses terres. Jean-Luc Tunevin, lui aussi, vient de passer premier grand cru. Il m'explique à quel point le classement modifie radicalement la valeur d'un vignoble. En haut, là où est le tracteur, à gauche de cette petite route, c'est 20 000 euros l'hectare. Juste à côté, cet hectare de vigne, là où il est placé à cause de nous qui sommes acheteurs, ça vaut au minimum aujourd'hui 600 000 euros l'hectare. La parcelle que devant, c'est un cru classé depuis 2006. Sans aucun problème, ils vendraient ça à 1,5 million d'euros l'hectare, à 2 millions, ça ne poserait aucun problème. Si on prend Valandro, ces parcelles qui vont jusqu'à l'étang, qui sont classées en premier cru et tout ce plateau, tout ça, là, on est au minimum à 3 millions d'euros l'hectare et probablement plutôt à 4 millions d'euros l'hectare aujourd'hui. Voilà. Donc, en clair, une vigne dans ce secteur, sans nom, sans rien, ça vaudra 600 000 euros l'hectare. En premier cru, on peut estimer 4 millions. En plein cœur de l'été, une nouvelle catastrophe s'abat sur le raisin. La grêle, l'un des pires fléaux, a frappé durement la région. Stéphane de Renoncourt ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Ça fout les mots. Entre les coulures et les grêles et toutes ces merdes, comment veux-tu qu'on arrive à estimer quoi que ce soit? La grappe, elle est morte, là. Là, tu la considères morte, ça? Bah, qu'est-ce que je veux foutre avec ça? Ouais. Bon, il a séché un petit peu, mais... C'est franchement dégueulasse. Et là, regarde. Ouais. Ici, mais... Il n'est pas dans la cuve encore. En 10 minutes, ça a ruiné tout le travail de l'année, quoi. Voilà ce qui va te rester cette année. Alors que c'est une grappe qui aurait dû descendre jusque-là. Mais une fois que tout sera nettoyé, ça devrait rentrer dans la cuve. Et encore, s'il n'y a pas d'incident jusque-là. Financièrement, pour vous, ce sera... C'est monstrueux. Financièrement, c'est monstrueux. Bah ouais. On vit avec la récolte, hein. Donc s'il n'y a pas de récolte, on vit pas, quoi, c'est clair. Quel pourcentage de la récolte vous avez perdu, là? 70%. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Un tel épisode de grêle serait une catastrophe économique pour n'importe quel petit vigneron. Chaque fois que je viens, j'en vois moins. Mais Stéphane de Renoncourt a une autre casquette qui lui permet de faire vivre son domaine. Il est devenu consultant international pour les grands investisseurs.
Je l'ai suivi jusqu'en Chine, à Shanghai, pour comprendre en quoi consistaient ses missions auprès des grands businessmen. Il a rendez-vous avec une entreprise du BTP qui veut maintenant faire du vin. Avant de parler de production, le consultant veut apprendre à ses clients chinois à reconnaître une bonne bouteille. Il organise une dégustation de ce qui est considéré comme les meilleurs vins locaux. Alors la première chose importante, c'est la présentation du vin, c'est-à-dire sa couleur en fait. Et là, c'est pas très intense parce qu'on peut voir à travers. Alors quand un vin est jeune, il a un reflet qui est violacé. Donc ça, c'est un vin qui est très évolué, qui est presque marron. Donc vous savez déjà, rien qu'à le regarder, que c'est un vin qui est très fatigué et peut-être pas mort, mais dans l'agonie, quoi. C'est bien parce que c'est les gens qui l'entretiennent. Si je le raconte, ça pue, c'est une horreur. C'est un mélange de fruits séchés, hein, comme un vieux pruneau, qui a macéré dans une eau de vie de mauvaise qualité, avec des notes d'armoire. Chez nous, on dit ça, c'est des vins pour les grands-mères le dimanche pour tremper des gâteaux dedans. Ça vaut combien? Ça vaut une blague? Très cher. 300 €. 300 €? Ça? Oh. Peut-être un peu plus. Ils ont un projet quand même qui est assez haut de gamme et ils veulent faire le meilleur vin de Chine, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Le problème, c'est comme il n'y a pas de culture du vin ici, ils nous attendent un peu comme des magiciens. Quand on aligne 25 millions d'euros sur la table comme le font ces investisseurs, on a tendance à vouloir défier les lois de la nature. Persuadée que l'on peut faire un très grand vin dans le désert, cette multinationale envisage d'acquérir des vignes en plein cœur du pays ouïghour, au nord-ouest de la Chine. Mais avant, ses dirigeants veulent l'avis de Stéphane de Renoncourt. T'as vu ça, David? C'est marrant, on dirait un petit cristal. Non, un petit peu. Ils font des vins qui viennent d'ici, là? Et on l'a goûté, c'est de l'eau acidulée et avec des tanins secs. Qu'est-ce que tu vas faire pousser? On est dans le désert, quoi. Pour convertir des raisins désertiques, il faut 5, 6, 7, 8 années, ça dépend. Tu parles un siècle, tu veux dire. Parce que pour avoir un truc comme ça ici, tu imagines pas ce qu'il leur file à bouffer. Tu bois une bouteille, t'as un cancer, quoi. C'est beau, hein, regarde ça. Pour Stéphane de Renoncourt, tous les millions de cette multinationale n'y feront rien. Jamais le plus grand vin de Chine ne sortira d'ici, à moins de multiplier les traitements chimiques. Ce à quoi il se refuse. On ne fait pas des vignobles dans le désert, c'est pas possible. C'est pas possible. On va faire des vins qui seront complètement dilués, déséquilibrés, avec des pH trop, pas d'acidité. Ça va être mou, ça va mal fermenter, ça va être difficile à protéger. Il faudra les blinder de soufre pour essayer de les protéger de l'oxydation et des attaques ou de bactériennes ou de levuriennes. Enfin bon, c'est ingérable, quoi. C'est plus du vin. De retour en France, le début de l'automne, chaud et sec, redonne un peu d'espoir aux propriétaires. Fin septembre, le ballet des consultants reprend de plus belle dans les vignes. À Bordeaux, les vendanges sont érigées en sciences exactes. Selon les consultants, l'avenir d'un grand cru se jouerait à quelques jours près. Ça, c'est minimum 10 jours déjà. J'espère bien, oui, même voire plus. Hein. Ça, lundi, pour moi, c'est bon, ça. Lundi? Ouais, ou mardi, c'est pas très grave. Ça commence à mûrir, les pépins commencent à mûrir. Ouais. En ce début d'automne, la pluie s'abat sur les vignes en même temps que la température se met à grimper. Ce temps équatorial fait exploser la pourriture partout dans le vignoble. Tous les conseils des consultants n'y feront rien, il faut vendanger trop tôt des raisins insuffisamment mûrs. Une course contre la montre s'engage alors entre les vignerons et la météo. Les coupeurs, on trie, ok? Voilà une belle attaque de botrytis ici. D'ailleurs, quand on secoue, ça tombe. Donc ça va être écarté par le vendangeur. Pour éviter la catastrophe, on mobilise une armée de vendangeurs.
Chaque jour qui passe, ce sont des raisins perdus et les bénéfices qui vont avec. 50% fait tomber par terre. C'est un millésime où il n'y a que les gens qui ont les moyens qui vont pouvoir faire des bons vins. Le problème n'est pas là aujourd'hui, c'est que je suis sûr qu'il y aura des bons vins. Le problème, c'est que le marché n'en voudra pas, point barre. Donc bon. Ça veut dire que les gens sont en train de se dire j'achèterai pas du 2013, donc je... Ah, aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Et aujourd'hui, il y aura déjà un déficit de quantité et un déficit de qualité. En clair, une bouteille de chez nous coûte 15 € à produire, ben là, elle va coûter 30. Et on va la vendre combien? Valandro, ça va, pas de problème. Valandro, 100, 200, on s'en fout. Mais les deuxième, troisième vins. Eh oui. Voilà, c'est un problème économique, c'est tout. Quand la météo est contre eux, les producteurs de grands crus doivent trouver des solutions pour assurer la production tant les enjeux financiers sont importants. Dans ces moments-là, ils se tournent immanquablement vers les consultants. Michel Rolland et son numéro 2, Jean-Philippe Faure, croient dur comme fer dans le génie de la science. Dans leurs locaux aux allures de laboratoire médical, une kyrielle de machines capables, selon eux, de corriger toutes les erreurs de la nature. Là, c'est un analyseur qui fait le pH et l'acidité totale, qui sont les analyses fondamentales de l'équilibre des vins. Là, c'est un poste qui ne fait que des contrôles de maturité. Donc, cet appareil qui s'appelle un filtre râpeur permet un peu de simuler une extraction telle qu'elle va exister dans la cuve. Alors là, c'est un appareil un peu de dernière génération qui travaille en infrarouge. C'est un analyseur multiparamétrique. Ça, c'est un analyseur qui travaille en colorimétrie, c'est-à-dire sur des longueurs d'onde dont une certaine concentration d'un composé que l'on recherche. Nous analysons l'acide tartrique, l'acide malique, l'acidité volatile, c'est-à-dire la teneur en acide acétique des vins. Donc, pour faire simple, chaque analyse nous donne une tendance à ce qu'est le vin, ou ce que va devenir le vin. Les viticulteurs locaux viennent minimiser le risque commercial, quitte à rendre leur vin de plus en plus lisse. Le Coca-Cola, c'est un peu comme la bière, c'est un profil bien défini qui est standard et qui est le même tous les ans. Donc le vin, c'est quand même pas encore ça. C'est vrai qu'on s'y rapproche parce qu'on fait de plus en plus de vins à des profils techniques et des profils produits qui sont relativement bien ciblés. On sait ce que le consommateur veut, aime, quels sont les types de marchés. On sait que certains marchés exportent, ce sont des vins de tel et tel style, et pour un autre marché, un autre pays ou un marché intérieur, ce n'est pas les mêmes vins. Donc à partir de là, à aujourd'hui, on fait les vins que le consommateur aime. Pour s'adapter à tous ces marchés, j'ai découvert que les consultants avaient de nombreuses techniques. Cela va des levures aromatiques au goût de fraise, de citron, voire de banane en passant par des stabilisateurs de goût. Vous vous demandez sûrement si le vin que vous buvez contient tous ces produits. Vous ne le saurez jamais, car la législation n'oblige pas les producteurs à l'indiquer sur les étiquettes. À Pomerol, Dominique Técher et son fils n'utilisent aucun de ces procédés. Leur production est complètement bio, et ils regrettent cette course à la rentabilité qui pousse leurs voisins à utiliser tous ces produits chimiques. Ah ouais, là on l'entend bien. Hein. Ce gazouillis, c'est le dégagement du gaz carbonique, quoi, donc ça fait un petit bruit. Donc les levures mangent le sucre et le transforment en alcool et en gaz carbonique. C'est un processus millénaire qui se produit sans qu'on ait besoin d'acheter des levures lyophilisées en paquet chez notre œnologue. Et tout se passe très bien. Pour lui, aujourd'hui, on fait du vin comme on fait des affaires. Seule la rentabilité compterait. Or, un des plus sûrs moyens d'y parvenir, c'est la chimie, quitte à faire perdre leur âme au vin. On convainc les gens qu'il faut qu'ils fassent un levurage artificiel, alors qu'ils ont des levures spécifiques de leur terroir qui sont présentes normalement sur leur raisin. Donc déjà là, on leur vend quelque chose qu'ils ont déjà et qui en plus enlève éventuellement les caractéristiques particulières de leur terroir. C'est le premier niveau d'artificialisation. Alors évidemment, il y en a plus ou moins chers, il y en a qui sont aromatiques, qui donnent des goûts de banane, de fraise, de tout ce qu'on veut. On choisit, quoi. On est dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce que vous voulez comme parfum, monsieur? Donc là, on est dans un engrenage infernal. Et puis jusqu'à la fin, plus on a tripoté le vin, moins il est stable.
Et moins il est stable, plus il faut le surveiller, plus il faut faire des analyses permanentes, microbiologiques, pour voir si ça dévie pas, etc. C'est un peu ça qui fait la misère des vignerons et la fortune des œnologues. Voilà. À Saint-Aubin, en Bourgogne, là aussi les vendanges sont passées. Dominique de Rhin vinifie comme à son habitude, le plus simplement du monde. Nu, mais propre. Tu t'es lavé hier soir? Regardez. Hier, elle était à 25 degrés de température, pas d'alcool. C'est doux, c'est chaud, c'est vraiment plein de sensations. Hein. Vinification nature, c'est laisser les raisins et les levures et les bactéries, tout ça s'exprimer. C'est répéter les gestes ancestraux sans en rajouter d'autres choses. Au risque peut-être de tout perdre si une fois la fermentation se faisait pas bien. Ça fait 25 ans que ça s'est bien fait. Donc, non, il ne faut pas avoir peur du vivant, c'est tout. 2013, Annus Horribilis, où chacun a choisi sa propre stratégie. Jean-Luc Tunevin a dû faire face à une baisse de 30% de son chiffre d'affaires, mais n'a licencié personne. Hubert de Boire a sorti son premier cru Angélus, comme si de rien n'était. Dominique Técher a réussi à maintenir sa propriété dans le giron familial, mais pour combien de temps encore? Tu l'as rincé avec de l'eau merdique, là, non? Dominique de Rhin a perdu sa récolte de pommard, mais il est parvenu à produire ses autres crus. Enfin, Stéphane de Renoncourt s'est mis à dos tout Bordeaux en conseillant à certains de ses clients de ne pas produire leur vin cette année. Pour les petits producteurs, les vendanges ont souvent viré à la catastrophe économique et parfois à la faillite.